Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau podcast du portail de l'IE en compagnie du club industrie de l'EGE pour parler de l'industrie en France, sa situation et ses perspectives. Merci Théophile d'être présent aujourd'hui avec nous. Bonjour à tous, merci. Merci au portail de l'intelligence économique de nous permettre de réaliser ce podcast en partenariat avec l'EGE Junior Conseil. Je suis François-Xavier Maignan, président de l'EGE Junior Conseil, et je prends la parole pour vous dire un petit mot sur l'EGE Junior Conseil qui co-organise ce podcast. Nous sommes la junior entreprise de l'intelligence économique et nous accompagnons les professionnels pour leur donner les clés de compréhension de leur environnement et les moyens d'y agir. Pour plus d'informations, rendez-vous sur egejuniorconseil.fr ou par mail à contact@egejuniorconseil.fr. Aujourd'hui, on va parler effectivement des enjeux industriels avec deux invités sur le volet. D'abord, monsieur Raphaël Bernardelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur des arts et métiers. Vous avez passé 16 ans chez Alstom en tant que directeur général Afrique et aussi en tant que vice-président stratégie du groupe. Merci beaucoup d'avoir accepté cet échange. Merci à vous. Et monsieur Anthony Morlet-Lavidali, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au pôle conjecture et provision chez Xcode. Vous êtes professeur à la Sorbonne et vous êtes passé par la direction générale du Trésor et par BPI France. Merci aussi d'être parmi nous aujourd'hui. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de réindustrialisation? Pourquoi on s'est rendu compte qu'en fait c'était important pour la France d'avoir une industrie? Alors c'est peut-être pas récent le fait qu'on parle de réindustrialisation. Il faut quand même avoir en tête qu'en France, on a subi une désindustrialisation l'une des plus massives de tous les pays avancés de l'OCDE. Alors avec nous, il y a eu les États-Unis et puis le Royaume-Uni, mais on a quand même assez bien documenté sur les 40 dernières années le fait qu'on ait perdu beaucoup de tissu industriel. Mais on s'est rendu compte probablement à un stade que quand vous manquez de substance économique, il y a tout un tas de problèmes qui vont avec. Par exemple, le fait que l'industrie embarque plutôt les gains de productivité. Quand vous avez beaucoup moins d'industrie, vous avez un sujet, c'est que la dynamique de vos gains de productivité ralentit. Vous vous rendez compte aussi que l'industrie est générateur de beaucoup d'emplois dans les services connexes. Donc en fait, quand vous avez moins d'industrie, vous perdez aussi un pan du reste de votre économie. Et puis après, vous commencez à avoir des dépendances. Et dans un monde où on vivait avec le fameux dividende de la paix, où on avait le gendarme américain qui sécurisait quand même pour partie notre sécurité, et ça a été bien remis en cause avec les différentes crises, bien sûr. Et puis aujourd'hui, elles sont d'ordre plutôt géopolitique. On se rend compte qu'avoir des dépendances très marquées vis-à-vis de certains pays, ça devient un vrai sujet. Parce que si votre fournisseur, si d'une part, vous ne parvenez pas à diversifier vos approvisionnements et que ce fournisseur décide de fermer le robinet, vous avez des vrais sujets puisque votre production s'arrête. Donc, on a commencé à parler de réindustrialisation et on y reviendra parce qu'on a vu qu'il y avait des enjeux de souveraineté, mais qui sont aussi des enjeux de production, de pérennité de cette production. Donc il me semble qu'aujourd'hui c'est central. La problématique, et on y reviendra ensemble, c'est que on a commencé à en parler très sérieusement, on va dire, il y a une dizaine d'années, au moment où on a mis en place le tournant de l'offre, la politique de l'offre. On a vraiment essayé de mettre en place des politiques économiques qui ont plutôt favorisé le tissu productif industriel. La réalité, c'est que c'était plus simple de réindustrialiser la France il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que moins de pays étaient lancés dans ce qu'on pourrait appeler au fond une hégémonie industrielle. Aujourd'hui, on joue avec les deux plus grands acteurs du monde, la Chine et les États-Unis, qui veulent développer. Alors la Chine, bien évidemment, c'est le plus gros appareil productif industriel au monde, c'est un tiers de la production mondiale manufacturière aujourd'hui, mais des États-Unis qui cherchent à relocaliser, ce qu'on n'avait pas il y a 10 ans dans le paysage. Donc chercher à réindustrialiser aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. On y reviendra, c'est pas pour rien que la situation est difficile, c'est pas uniquement le fait que nos politiques économiques soient inappropriées, c'est aussi que le contexte est beaucoup moins porteur. Je crois que le principal problème de l'Union européenne, quelque part, il faut mettre le pied dans le plat, c'est que c'est un superbe marché et je pense que les dirigeants de l'Union européenne ont toujours voulu privilégier le consommateur. Et donc dans cette logique de privilège du consommateur, forcément, toujours des prix accessibles, des prix bas, ça a participé dans cet effort de mondialisation à délocaliser, même si ce n'était pas forcément souhaité au départ. Je pense que personne n'a souhaité enlever des usines du territoire européen. Ça s'est fait naturellement parce que quand on dogmatise finalement cet état de fait, on met le consommateur au centre et derrière, tout découle de là, quoi. Et rien n'empêche cette dérive. Et au final, le réveil, il est douloureux. Je pense qu'on l'a vécu au mode Covid, quand on n'était plus capable de fabriquer. Et aujourd'hui, je pense que les Français et les Européens au sens large, on se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Alors au-delà de l'emploi, des pertes d'emploi, parce que clairement, on a tous dans notre famille des proches qui peuvent avoir été frappés par le chômage. Donc indirectement, les gens se sont rendus compte que on avait besoin d'une industrie. Je pense qu'ils n'ont pas encore complètement compris pourquoi, mais je pense que les aspects de souveraineté commencent à ressortir avec le contexte géopolitique actuel et les tensions internationales.
Et donc finalement, tout le monde le réveil est un peu douloureux. On se réveille un petit peu comme ça du jour au lendemain, en se disant tiens, il n'y a plus d'usine, ou en tout cas, quand on veut refaire quelque chose, on se rend compte que c'est pas simple. Parce qu'effectivement, il faut l'avoir déjà fait, et en tout cas, il n'y a pas si longtemps. On le voit avec la filière nucléaire, par exemple, d'experts qui sont partis en retraite et aujourd'hui relancés, malgré les beaux discours politiques. La réalité, c'est qu'il y a des problèmes de filière, de formation. Donc c'est très compliqué. Mais je crois que c'est principalement ça en Europe, en tout cas. Ce qui me marque, c'est qu'effectivement, tout a été fait pour penser autour du consommateur. Alors c'est très bien d'un certain point de vue, du point de vue du pouvoir d'achat, très bien pour les ménages. Mais au final, on n'a pas pensé que sur le long terme, ça pouvait faire très mal. Alors après, là-dessus, on peut rajouter de l'idéologie, tout un tas d'additions, on y reviendra, mais qui font qu'effectivement, on s'est presque tiré des balles dans le pied en mettant nos concurrents à l'international dans des situations très favorables. On parlait de la Chine, évidemment, mais il n'y a pas que la Chine, quoi. Et ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que vous parlez déjà de l'Union européenne. Dans la présentation du dernier rapport du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan sur le rouleau compresseur chinois, il était montré qu'il y avait un choix politique derrière, effectivement, le choix du prix le plus bas au bénéfice du consommateur européen, mais aussi au service, par exemple, de la transition écologique. L'exemple qui était donné, c'était l'exemple des panneaux solaires. Où en fait, on avait une industrie en Europe qui fournissait la majeure partie de nos panneaux solaires. Et en fait, à partir des dernières années, en fait, le marché s'est complètement, à partir des années 2010, le marché s'est complètement effondré parce qu'on a dit on va chercher au moins cher pour accélérer le pas vers nos objectifs climatiques. Et du coup, on a laissé entrer les Chinois. Il n'y a plus d'industrie, quasiment plus d'industrie photovoltaïque aujourd'hui en Europe. Je rebondis peut-être sur l'idée effectivement, on a un problème avec le rôle du consommateur. Ça me semble que c'est central, ce qu'a dit Raphaël. Déjà, juste pour reboucler sur pourquoi aussi on commence à se dire qu'avoir de l'industrie, un socle industriel, c'est très important. Parce que très longtemps, il y a eu cette idée, et qui est louable et je pense bonne, un côté très schumpeterien dans l'industrie, c'est-à-dire au fond de dire on fait de la destruction créatrice. Peut-être qu'on a loupé une vague, mais on va faire en bon français, du leapfrogging, c'est-à-dire passer sur les secteurs, les nouvelles filières. Mais quand on n'a plus de base industrielle du tout, quand on ne maîtrise plus la métallurgie de base, la chimie de base, en réalité, vous n'arrivez pas à développer vos nouveaux secteurs. Donc on est aussi en train de se rendre compte, et on découvre un peu dans les batteries, par exemple, qu'au fond, oui, on arrive à faire de l'assemblage dans le Nord, dans nos gigafactories, mais tous les entrants viennent de Chine. Les machines sont chinoises. Donc on a vraiment un niveau de dépendance qui est déjà aujourd'hui très important, très élevé. Et même si on veut se positionner sur les nouvelles filières d'avenir, en réalité, quand vous n'avez plus le socle suffisant pour faire de l'industrie et être souverain, ça pose quand même des problèmes d'ordre 1. Et sur le consommateur, ce qui est très frappant, c'est, vous le voyez bien, quand vous interrogez les Français, tout le monde vous dit on aimerait avoir de l'industrie ou on en veut plus. En tout cas, le discours en faveur de la réindustrialisation porte énormément. Ensuite, quand on pose la question aux Français, d'accord, mais est-ce que vous êtes prêts à payer quand même un petit peu plus cher pour du Made in France ? La réalité, c'est que pas vraiment. Et c'est probablement là où se pose un problème d'ordre 1, me semble-t-il. C'est qu'à un moment donné, il va peut-être falloir dire aux Français que, OK, on peut vouloir plus d'industrie en France, mais est-ce qu'on est prêt à en payer le prix ? Bien sûr, parfois, on sait bien qu'on n'est pas du tout compétitif et donc il ne s'agit pas de dire on va produire localement toutes nos productions. Par exemple, on pense bien sûr au textile, ça paraît dans une large mesure impossible, mais il y a quand même des choix. Et les panneaux solaires ou photovoltaïques, c'en est le parfait exemple. C'est à la fin, est-ce qu'on préfère, au fond, de l'énergie décarbonée et importer des panneaux pas chers pour que ça coûte le moins cher possible aux consommateurs et avoir les prix de l'électricité le plus bas possible, ou est-ce qu'on veut une filière où, effectivement, ça va coûter un petit peu plus cher, mais on aura en amont de la production, des emplois, éventuellement de la R&D. Mais ça, c'était vraiment des questions, des visions stratégiques. Et aujourd'hui, on veut un petit peu le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire à la fois de l'industrie, les prix les plus bas, et ça ne fonctionne pas. Et personne ne pose l'arbitrage sur la table. On le voit bien, même les politiques, c'est pas de leur faute, puisqu'ils doivent se faire élire. Mais à la fin, ils disent à la fois aux ménages, vous n'allez strictement rien payer, ça ne va rien vous coûter, et en même temps, on refuse de faire les efforts nécessaires pour avoir une industrie en France, c'est-à-dire parfois faire des choix où effectivement ça va passer par des prix plus élevés. Puis on y reviendra aussi, mais le problème de l'industrie quand on n'en a plus, c'est que vos territoires ne sont plus irrigués. Et là, ça pose des problèmes politiques d'ordre 1, puisque quand on parle de montée de partis anti-système, ils sont alimentés par quand même aussi le fait que nos territoires se vident et que c'était l'industrie qui était quand même souvent le premier employeur de tous ces territoires très ruraux. Et ça pose, me semble-t-il, des problèmes après de politique économique dans la durée. Oui. Je pense que tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça a commencé dans les années 70, mais ça s'est vraiment accéléré. C'est-à-dire qu'au début, c'était les chaînes de valeur, tout ce qui était à faible valeur ajoutée, qui était un petit peu externalisé, qu'on n'hésitait pas à envoyer progressivement à l'autre bout de la planète. Bon, jusqu'à là, c'était encore gérable. Et pouvoir rapatrier ça et revenir à la normale, j'ai envie de dire, c'était encore possible.
quand on a commencé à aller plus loin avec la mondialisation, les concepts de fabless, l'entreprise sans usine de Turuk, qui a marqué ça. Mais enfin, je pense qu'il n'était pas seul. Et qui est un ingénieur pour le coup. Donc voilà, comme quoi on peut se tromper aussi en étant ingénieur. Mais voilà, ça a accéléré le mouvement. Et aujourd'hui, à tel point que effectivement, les retours sont très difficiles et le réveil, comme je disais, est douloureux. Parce que acheter moins cher, effectivement, c'est un peu comme la drogue. C'est-à-dire qu'on se calme et puis derrière, les réveils sont douloureux. Alors qu'en fait, je pense si on décidait, et je dis ça ancien acheteur, j'ai été acheteur dans l'industrie, de localiser des chaînes de valeur dans une logique beaucoup plus de proximité, alors, locale ou, je dirais, à niveau européen, ça serait déjà beaucoup plus créateur de valeur à long terme, enfin, en tout cas, moins destructeur de valeur, plutôt. Et donc, on paierait peut-être à court terme un petit peu, je dirais, au niveau du consommateur, mais à long terme, ça serait très bénéfique. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, surtout en France, qui avons un modèle social où les charges portent quand même beaucoup sur la valeur ajoutée et les salaires. Donc, on y reviendra. Voilà, se priver d'emploi, c'est forcément se tirer une grosse balle dans le pied, avec en plus un contexte démographique qu'on connaît qui est quand même pas du tout favorable. Peut-être un tout petit complément, parce que Raphaël mentionnait l'Union européenne a un problème d'industrie. Surtout la France a un problème industriel, parce que quand on regarde les autres pays, ceux qui nous entourent, l'Italie, l'Allemagne, ils ont un problème industriel qui n'est pas du tout du même ordre que le nôtre. Ils sont 2 fois plus élevés. Exactement. Donc on a un choix en plus en France, en tout cas on a rajouté une politique économique par-dessus le marché qui a été bien plus destructrice que ce qui a pu se passer par exemple en Allemagne. On peut dire que le modèle allemand aujourd'hui est face à en tout cas affronte des défis majeurs et son modèle est remis en cause, mais ils partent de tellement haut, on a envie de dire, même s'ils descendent de quelques étages, ils arriveront à un étage qui est bien plus élevé que le nôtre aujourd'hui. Enfin, c'est un peu l'idée de l'Allemagne est en haut de l'Everest, nous en haut du Mont Ventoux. Nous, si on fait une marche en moins, à la fin, on est par terre. Les Allemands ont la capacité à pouvoir... Mais la crise de l'énergie les a quand même beaucoup plus impactés que nous, pour le coup, même si on n'a pas tout fait bien. Tout à fait. Globalement, j'étais impressionné par les chiffres dans l'industrie chimique en Europe. C'est pas spécialement allemand, mais enfin, les Allemands sont assez forts dans cette industrie. C'est moins 75 000 emplois en 2 ans. C'est plus de 100 sites industriels fermés en Europe. C'est une catastrophe. Et alors, l'automobile, qui est aussi très allemande à la base, même s'ils sont encore sur le premium, ça les protège. Les Chinois, j'ai vu les chiffres, le commissariat au plan le montrait, c'est impressionnant. Je n'avais pas pris conscience qu'on était à 40% de production mondiale aujourd'hui chinoise. Je trouve les Français quand même souvent très durs dans leur jugement vis-à-vis des Allemands. Les Allemands ont un modèle industriel. Pas sûr qu'on puisse en dire de notre côté d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, les entreprises allemandes, elles sont gavées de cash. Elles ont une puissance, une capacité de rebond. Même l'État, d'ailleurs, s'il veut relancer la machine, a des moyens financiers absolument phénoménaux. Et même si, effectivement, leur excédent commercial devenait 0, ce qui serait quand même déjà un gros choc, il serait à l'équilibre. Nous, on est à 2,5 points de PIB déficitaire. La Chine, aujourd'hui, en bien, c'est 70% de notre déficit commercial. C'est à peu près 50 milliards sur nos 70. Donc on est dans une situation vraiment beaucoup plus détériorée et on peine à en prendre conscience. Mais ça veut aussi dire, et je pense qu'on y reviendra dans le débat, quand on parle de solutions européennes, c'est pas forcément complètement adapté parce qu'on n'a pas tous en Europe les mêmes problèmes et la France, et les mêmes intérêts. Et la France a des sujets qui la concernent elle-même et tant qu'elle résout pas en interne sur ces équations très paradoxales parfois, elle n'y arrivera pas. Enfin, faut pas qu'elle attende toute l'Europe, la France. Et elle a un peu tendance à le faire. Moi, je trouve que dans le débat, on nous parle beaucoup de solutions européennes et il y a plein de leviers nationaux qu'on n'active pas. C'est un peu une façon de botter en touche en quelque sorte en fait. Les responsabilités, on les renvoie à Bruxelles et ça me semble très problématique si on veut vraiment réindustrialiser le pays. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce que met en avant le gouvernement avec ses politiques industrielles marche ? Ou alors, non, et en fait, on a des problèmes par rapport aussi à la politique actuelle du pays qui impactent du coup la réindustrialisation en France ? Moi, à mon niveau, je pense qu'effectivement, il y a des initiatives qui sont lancées, France 2030, 54 milliards en 5 ans. Voilà, il y a eu un effort sur le papier. En réalité, quand on écoute encore plus maintenant avec les déboires de Bercy sur les prévisions de rentrée de TVA et autres, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de reports et qu'en fait, l'argent, le cash concrètement, parce que les entreprises, c'est du cash qui les drive. Bien sûr. Et le cash, il n'est pas là en réalité. Et les annonces sont bien sur le papier, mais dans la réalité, j'ai des exemples en tête. On le voit sur le plan hydrogène, on le voit sur le plan nucléaire. La promotion des nouvelles technologies de micro-réacteurs nucléaires, par exemple, 4e génération, qui enthousiasme tout le monde sur le papier, parce que l'enjeu était très important de pouvoir utiliser des déchets radioactifs en tant que combustible pour de nouvelles technologies de réacteurs. On a annoncé 1 milliard. Aujourd'hui, je connais un certain nombre de startups qui sont en faillite. Et à cause de l'État, j'ai envie de dire. Alors, OK, il y a du privé derrière qui devait suivre, mais l'idée, c'était, si j'ai bien compris, c'était aussi de s'inspirer du modèle américain de la DARPA,
d'avoir des financements publics-privés. Et donc le privé, il n'est pas fou. Si le public derrière ne suit pas, il ne va pas. N'importe quel investisseur ne va pas fermer les yeux. La commande publique, c'est quand même ce qui drive ce genre d'initiative. Donc donc effectivement, j'ai relu encore les chiffres. C'était quand même 1 milliard d'annoncés. Aujourd'hui, il y a à peine 100 millions qui sont décaissés, quoi. Et donc aujourd'hui, les entreprises sont mortes. Et moi, je connais certaines d'entre elles qui étaient approchées par les Américains. Pour être achetées ? Bien sûr. Ouais. Avec la CIA et le Department of Energy américain qui est dessus depuis longtemps, parce que c'est des technologies tellement primordiales. On le voit, je veux dire, Sam Altman, Bill Gates, tout le monde s'est investi dans ces technologies pour les data centers américains, entre autres, pour l'IA, pour sécuriser l'approvisionnement en énergie. Donc, c'est des enjeux à long terme, parce que là, on parlait de solutions qui allaient émerger en 2030-2035, c'est pas pour demain. Mais là, il faut pouvoir financer. Et en fait, l'état actuel des finances publiques français fait que, entre le discours et les actes, il y a un gap phénoménal. Et ça, la petite entreprise, encore une fois, il n'y a que le cash qui compte. Donc, en fait, on a les cerveaux en France, mais on n'a pas le cash comme... avant, on avait des idées. On n'avait pas de pétrole, on avait des idées. Maintenant, je ne sais même pas si on a des idées. Si je veux être méchante. Non, on a des idées. Je pense qu'il y a des gens compétents qui pensent les choses. Mais après, dans la mise en œuvre, effectivement... Anthony le disait, on n'est pas l'Allemagne, quoi. Donc, effectivement, aujourd'hui, l'Allemagne a certainement plein de défauts. Bon, ils ont un système déjà de Länder avec beaucoup plus puissant, donc pour irriguer leur économie, leur territoire, c'est quand même beaucoup plus simple pour eux que chez nous, on a un millefeuille qui s'empile et personne qui décide. Et en plus, une conjoncture politique en ce moment très compliquée qui fait qu'il ne se passe rien, il ne se passera rien avant 2027, et le temps que ça se mette en œuvre, à mon avis, aucune politique publique n'aura de conséquences avant fin 2028, à mon avis. Donc c'est très inquiétant de ce point de vue-là. Je ne veux pas être pessimiste par nature, mais effectivement, c'est quand même inquiétant de voir la tendance actuelle. On parlait de presque 20 000 emplois détruits l'année dernière dans l'industrie en France, alors que la tendance était plutôt positive ces dernières années. Pour revenir à un niveau correct, il aurait fallu, je crois, au moins 70 000 emplois créés chaque année. On n'a jamais atteint ce chiffre-là, et là, on recommence à baisser. Donc, c'est assez, de ce point de vue-là, on est sur une pente assez complexe, quoi. Et surtout, d'où peut venir effectivement la lumière, comment repartir sur une bonne pente. Moi, je pense qu'on parlait du commissariat au plan, effectivement, on a tous regretté que cet organe qui était hautement stratégique à l'époque disparaisse ces dernières années et ne soit plus un acteur. Bon, là, il commence à revivre un petit peu à petite échelle, mais c'est déjà pas mal. Donc, faire des recommandations et surtout sensibiliser, mettre les chiffres en évidence, parce qu'effectivement, des économistes, on a plein de gens très compétents qui peuvent faire ce genre de prospective. Mais à un moment donné, il faut poser les choses sur la table et puis ensuite décider. Décider, encore une fois, avant 2027, je pense qu'il ne se décidera rien du tout. Ça, c'est clair. Mais au moins, avoir une logique, moi, ça serait plutôt ma vision, essayer de redéfinir des plans stratégiques. Quand on voit la Chine, on rigole, parce qu'au départ, les Chinois, c'était du bas de gamme, c'était pas cher, bas de gamme. Elle a des plans quinquennaux. Type Chine, etc. Mais eux ont fait, effectivement, le plan de Made in China 2025, c'était 10 technologies ciblées, la robotique, l'IA, la médecine, le ferroviaire, l'aérospatial, et j'en passe. Et ils les ont ciblés et ils ont mis tous leurs moyens pour y arriver. Alors, c'était des centaines de milliards de dollars d'investissement, évidemment, ils avaient les moyens, mais ils ont mis des moyens de renseignement, ils ont utilisé toutes les techniques d'espionnage, ils ont tout fait, mais voilà, à un moment donné, alors je dis, il faut peut-être aussi réfléchir à ça, mais effectivement, leur système politique leur permet aussi d'avoir ce type de vision long terme et de ne pas subir les aléas du court terme, comme on le vit en Europe ou en France en particulier, avec des élections et des mandats présidentiels qui sont réduits à 5 ans maintenant. Donc c'est sûr que c'est pas le même contexte. Donc effectivement, alors nous aussi quand même, on se rend compte qu'on a des sortes de plans de prévision. On a par exemple en France 2030, ça a donné, je crois, 10 champs d'action prioritaires aussi, santé, spatiale, défense, etc., énergie. Il y a aussi au niveau européen effectivement des dépendances qui sont perçus et qui veulent être traités. Mais en fait, il y a un problème, c'est aussi de passer aux actes, en réalité. Parce qu'on sait effectivement les dépendances, mais en fait, il y a un problème de s'adapter justement à ce diagnostic et de le traiter. Cause profonde, en gros, de notre maladie, entre guillemets. Mais effectivement, on a l'impression que les Chinois se donnent les moyens, mais nous, on sait, mais on ne se donne pas les moyens. Parce que peut-être qu'on refuse de voir les raisons profondes de nos problèmes. Et qu'aussi, c'est peut-être aussi parfois trop difficile au niveau politique. On parle effectivement du choix du consommateur en Europe. Le problème, c'est qu'effectivement, si on dit au consommateur, tu vas payer plus cher, tu vas perdre du pouvoir d'achat, mais on va réindustrialiser le pays, c'est dans l'intérêt national et européen.
est-ce qu'il va le vouloir? Parce que aussi, l'entreprise est drivée par le cash, comme vous l'avez dit, mais le consommateur aussi, dans un sens. Donc il y a peut-être un modèle social, politique à repenser, en fait recréer une direction commune, presque consensuelle, même si c'est très compliqué à créer aujourd'hui un consensus, vers cet objectif de réindustrialisation, et donc forcément, avec toutes les bénéfices, avec tous les bénéfices à long terme que ça comprend en termes social, en termes de cohésion, etc. Et toute la difficulté, c'est qu'on fait, c'est exactement ce que tu as dit, c'est qu'on fait des réformes paramétriques et pas de réformes systémiques. Moi, je tiens à souligner quand même ce qui a été fait, on va dire, depuis une dizaine d'années sur le tournant de l'offre, parce qu'on a quand même pris conscience, on a arrêté la désindustrialisation. J'aime pas parler de réindustrialisation, mais on a stoppé le processus de désindustrialisation. Ça, c'est quand même une prise de conscience collective suite au rapport gallois, que si on ne fait rien, il n'y a pas de limite j'allais dire, malheureusement, au creusement de l'industrie. C'est-à-dire que la fameuse barre des 10% d'industrie dans le PIB, on n'est même pas sûr de s'y maintenir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pourrait passer en dessous. Et on est actuellement, alors où on se parle, très légèrement sous ce seuil-là. Donc, il faut quand même être prudent. C'est qu'à la fin, on pourrait, je ne dis pas qu'on peut tendre vers zéro, mais on ne sait pas où ça s'arrête. Donc, il y a quand même eu tout un tas de politiques qui ont été plutôt favorables. La problématique, c'est que, et France 2030, même si ça s'est mis dans le cadre d'un plan de relance, etc., c'est paramétrique. C'est, effectivement, on fait du saupoudrage des enveloppes. On essaye de choisir, on l'a fait quand même peut-être mieux que je veux dire, nos précédents historiques, mais à la fin, on ne traite pas le sujet de fond. Là, je suis désolé, je vais proposer poser le mot un peu barbare, mais c'est le modèle social français. C'est-à-dire qu'il a toutes ses vertus, on dit souvent que c'est notre trésor national, mais il nous pose tout un tas de difficultés qu'on ne veut pas voir. Or, ça a des externalités massives parce que pour financer un modèle social très généreux qui peut avoir mais tous ses bénéfices, je pense que nos concitoyens savent bien que quand on est à la retraite en France, on a un taux de remplacement plus élevé que partout ailleurs dans les pays européens, que quand on se fait soigner, on est mieux soigné que globalement chez nos voisins. Mais la contrepartie de ça, c'est un coût du travail, notamment pour les ingénieurs, mais ce qu'on appelle un coût du travail qualifié, qui est surfiscalisé, et puis des entreprises qui, elles aussi, quand on cumule l'ensemble des prélèvements qu'on leur demande, sont surfiscalisées par rapport à la moyenne européenne. Ça, effectivement, à la fin, quand vous dites que l'industrie, elle est mondiale, parce qu'elle n'est pas du tout nationale, et bien à la fin, vous avez des arbitrages qui sont à votre défaveur. Et ça, on ne peut pas le reprocher indéfiniment aux industriels. C'est que quand la course... et a fortiori, quand on a des compétiteurs comme la Chine, qui depuis son entrée dans l'OMC viennent jouer dans la cour des grands, inévitablement, un industriel ne peut pas rester compétitif dans une France qui surfiscalise à ce point-là. Ça peut avoir des bénéfices, mais je pense qu'on refuse de voir à quel point, quand même, il y a des externalités négatives à ce modèle. Et à un moment donné, il faut se poser la question de où est-ce qu'on met le curseur. On peut faire le choix d'un modèle social très développé, mais ne nous mentons pas sur les conséquences de celui-ci. C'est-à-dire qu'on fait comme s'il suffit d'ajuster à la marge quelque part. Non, la réalité, c'est que tant qu'on n'a pas de réflexion profonde, on n'y arrivera pas. Et sur la politique industrielle, je pense qu'on a perdu le savoir-faire de faire de la politique industrielle. Par exemple, on le voit bien, alors ça c'est symptomatique d'un pays qui n'a plus beaucoup d'industrie, mais on refuse les morts. Dès qu'il y a une nouvelle start-up ou une nouvelle entreprise qui fait défaut, qui part au tapis, on refuse. En réalité, l'innovation et l'industrie, c'est que ça. C'est en permanence des nouveaux entrants et des entreprises qui partent au tapis. Mais effectivement, quand vous n'avez plus beaucoup de tissu industriel, dès que vous avez un perdant, alors là, ça devient catastrophique, on le met sous perfusion, faut absolument... C'est pas comme ça qu'on fait de la politique industrielle. Il faut avoir en tête qu'il faut être beaucoup plus schumpeterien. Là, pour le coup, les Américains, ça le font mieux. Ou alors, il faut une stratégie beaucoup plus verticale à la chinoise ou à la sud-coréenne, parce qu'on parle beaucoup de la Chine, mais les Sud-Coréens prouvent qu'avec un petit marché, on peut quand même avoir une industrie absolument gigantesque. Mais il faut un État stratège. Un État stratège, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est malheureusement pas le nôtre et a fortiori pas un pays où le modèle social est aussi surdéveloppé et où on a des KPI, comme on dit en bon français, où on a un État qui est très regardant sur les objectifs qu'il demande aux industriels d'atteindre. Et notamment, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était en Chine, le plan qui s'appelle Little Giants, où en fait, l'ensemble des gouverneurs régionaux choisissent, sélectionnent tout un tas de startups et PME potentiellement en croissance qui vont mettre sous subvention, leur donner des objectifs extrêmement exigeants et à la fin de l'année ou à la fin des 2 ans, on débranche toutes celles qui n'ont pas atteint leurs objectifs et ainsi de suite. De manière très pyramidale, on fait émerger que les meilleurs. Ils font à peu près pareil, grosso modo, en Corée du Sud. Et ça, c'est une vision quand même très à la fois darwinienne de l'industrie, très exigeante, où à la fois on met beaucoup d'argent public, mais on ne le crame pas, j'allais dire, dans des canards boiteux. C'est vraiment pour faire émerger les meilleurs. Et ça, c'est une politique industrielle qui allie à la fois subvention, concurrence, qui met tout...
Et on n'est pas capable de le faire aujourd'hui. On voit bien que cette capacité de faire de la politique industrielle soit très engagée, mais en même temps rigoureuse dans le fait de tenir ses financements, on en est peu capable. Je pense que la BPI fait un super boulot. Et on a des organismes qui parviennent quand même parfois à montrer des choses qui vont dans le bon sens, mais ce n'est pas du tout systémique. Et tant qu'on n'accepte pas d'avoir une réflexion sur la politique française économique dans son ensemble, je pense qu'on n'arrivera pas à réindustrialiser le pays. L'industrie, c'est pas juste au fond, un silo ou un secteur, ça s'inscrit vraiment dans un projet de société. Alors, j'aimerais revenir, il y a différents termes qui ont été utilisés, alors là, sur le modèle social, effectivement, sur la question aussi des objectifs donnés aux entreprises subventionnées en Chine et en Corée du Sud, modèle très intéressant. Et aussi, sur ce que vous aviez dit, monsieur Bernardelli, justement, les normes, c'est une contrainte pour l'entreprise, mais un argument au niveau européen, au niveau français, c'est que celui qui fait la norme fait le marché. Et donc, en mettant des normes assez fortes, déjà, on crée une barrière à l'entrée pour des pays qui ont des standards de production plus bas que les nôtres, ou aussi qui sont peut-être moins performants sur des questions notamment environnementales. Et donc ça peut peut-être contribuer à protéger nos industries, ou en tout cas nous rendre meilleurs sur certains pans de l'économie. Et aussi, les normes, c'est aussi un enjeu d'influence. Alors, est-ce que, dans votre expérience chez Alstom, monsieur Bernardelli, jouer sur les normes, est-ce que les normes vous ont protégé, vous ont plutôt contraint en quoi est-ce que les normes, ça peut justement être un outil de réindustrialisation, même si, évidemment, comme on l'a dit depuis le début, c'est un gros sujet, c'est quand même effectivement le cash, la compétitivité. Non, bien sûr, les normes, c'est essentiel. Je dirais, les Allemands étaient très forts dans le domaine, les Français pas si mauvais. Là, il se trouve que les Chinois, maintenant, ont compris. Donc, ils ont envie aussi d'imposer le système normatif à leur image. Et comme ils pèsent démographiquement de plus en plus lourd, et économiquement, forcément, ils vont finalement y arriver aussi, par le droit et par la normalisation. Donc, la norme dans le ferroviaire, par exemple, c'est un très bon exemple, parce que le ferroviaire, c'est un système complexe et qui mérite une sécurité... je dirais, au plus haut niveau, puisque quand on est voyageur, on est tous voyageurs dans le métro ou tramway ou dans un TGV, on n'a pas envie d'avoir un accident. Donc tout ce système normatif, aujourd'hui, c'est plus une barrière, je suis d'accord, en Europe en tout cas, quand on regarde réellement, même s'il y a eu des tentatives, aujourd'hui, les acteurs chinois ou coréens qui pénètrent dans d'autres zones géographiques n'arrivent pas encore à pénétrer très fortement ce marché. Alors on pensait qu'il y arriverait, au final il y a tout un système, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est assez compliqué. Il y a des ingénieries françaises comme Systra, Aegis, des belles sociétés qui servent indirectement de protection parce que c'est du retour d'expérience. On n'a pas envie on sait que ça fonctionne, donc on impose ces normes. C'est pas uniquement pour faire plaisir, pour barrer la concurrence, mais il se trouve que c'est une telle montagne à franchir que effectivement les concurrents vont se retrouver assez vite bloqués dans les appels d'offres. Donc oui, il m'est arrivé d'en jouer aussi en Afrique ou autre. Effectivement, quand on reprend des normes internationales, on sait que certains concurrents chinois ou autres ont des difficultés à tenir tel ou tel standard. Et donc, ça peut les éliminer ou en tout cas les freiner. Je pense que c'est de bonne guerre. Il n'y a rien de méchant à ça. C'est fait dans un esprit, encore une fois, j'allais dire positif pour le consommateur, là, du point de vue de la protection, de la sécurité. Donc, c'est évidemment une arme. Mais encore une fois, il ne faut pas compter que sur ça. Il y a des contre-exemples. J'ai commencé ma carrière dans l'automobile. À l'époque, effectivement, on n'imaginait pas un véhicule. Déjà, les Coréens avaient eu du mal, mais les Chinois n'arrivaient pas sur le marché parce qu'il y avait les fameuses normes Euro NCAP de crash test. Et ils ne savaient absolument pas atteindre les niveaux requis de 4-5 étoiles au crash test. Au final, aujourd'hui, j'étais assez surpris. L'autre fois, je me suis dit, mais comment ont-ils fait finalement ? Et en fait, j'ai posé la question à quelques experts qui m'ont expliqué que finalement, toutes ces normes de crash, elles ont été converties par de l'assistance à la conduite, donc avec tous les systèmes de capteurs qu'on met sur les voitures maintenant, où là, les Chinois, pour le coup, avaient presque une avance sur nous. Et au final, aujourd'hui, ils ont réussi à contourner ce problème, puisqu'avec toutes les aides à la conduite sur un véhicule, ils arrivent à atteindre des niveaux de sécurité pour le passager qui leur permettent de commercialiser des voitures sur le continent européen. Donc voilà, ils ont réussi à contourner avec l'apport de technologie. Je ne dis pas que c'est eux qui l'ont voulu. L'apport de technologie était demandé par le consommateur, il était logique, tout le monde était allé vers plus de capteurs. Mais grâce à ça, ça leur a permis de... Donc, il faut être très prudent, effectivement. Il ne faut pas être naïf. Maintenant, c'est une arme. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas tout miser sur cette arme-là, parce que ça ne marche pas, ça ne tient pas longtemps. Il y a plein d'autres armes disponibles. Et il faut être assez inventif et ne pas se contenter d'utiliser les normes. Mais évidemment, il faut être dans les instances. On le voit au niveau international, les Chinois ont
sont vraiment sur les terrains de jeu maintenant à haut niveau pour pouvoir influencer et imposer, en tout cas, à défaut d'imposer leurs normes, de casser en fait, tout ce qui peut leur nuire. Quoi, finalement. Pour compléter ce que dit Raphaël, la Chine a un plan, parce qu'elle a toujours beaucoup de plans, qui s'appelle China Standards 2035, où l'objectif, c'est justement d'imposer ces nouvelles normes, parce que comme elle est en lead sur toutes ces technologies, c'est désormais elle qui fabrique le standard mondial. La problématique des normes, c'est que c'est un peu le baiser de la mort. À court terme, ça vous protège, Bien sûr, oui. mais à la fin, ça finit par réenchérir beaucoup. Donc vous avez des vrais sujets à l'export, donc à un moment donné. Et est-ce que aussi les normes, d'une part, on a toujours la prétention, nous, Européens, que nos normes, d'une part, sont moralement justes, socialement bonnes, que c'est nos standards à nous qui doivent s'imposer à l'échelle mondiale. Là, c'est pas complètement sûr, c'est-à-dire que c'est quand même très prétentieux de le penser. Donc, ailleurs, ça peut être très bien fait aussi. Et est-ce que le consommateur veut ça ? Moi, j'étais très frappé dans le cas, alors ça sort un petit peu, même si je trouve que c'est toujours un monde industriel, mais l'agriculture, où on impose à nos agriculteurs des normes invraisemblables pour qu'à la fin, le consommateur finisse par dire « mais moi, j'achète des produits étrangers, parce que c'est beaucoup trop cher ». Donc, c'est bien gentil de vouloir faire la meilleure viande du monde, mais s'il n'y a personne pour l'acheter à la fin, ça pose quand même un problème. Et dans l'industrie, c'est pareil. C'est un petit peu cette idée de dire, à force d'imposer des normes qui sont presque un peu outrancières, et où, au fond, ça fait monter les prix, on a un consommateur qui nous dit « ok, peut-être ». Mais moi, je préfère peut-être rogner sur quelques normes ici ou là, ou en tout cas un produit qui me protège un tout petit peu moins, mais je l'ai à un prix beaucoup plus accessible et concurrentiel. À la fin, on finit par tuer l'industrie comme ça. Donc je pense qu'on a été beaucoup trop loin là-dedans, et on est une machine à fabriquer de la bureaucratie. Enfin, on a une inflation législative et normative qui est absolument délirante, mais parce que nos instances quand même politiques sont fabriquées pour ça. Et malheureusement, certains vivent de l'inflation normative. Donc, en quelque sorte, on a créé les conditions pour qu'on aille toujours un cran plus loin. Et même quand on veut simplifier, en fait, on rajoute un texte qui tente de simplifier quelque chose. Mais on n'arrive pas du tout. Alors, je dis pas que la dérégulation ou la déréglementation est le Saint Graal, pas du tout. Mais je dis simplement qu'on est quand même rentré dans une machine infernale où tant qu'on n'en sort pas, on s'est un peu mis pieds et poings liés dans une situation qui, aujourd'hui, me semble-t-il, est très pernicieuse pour l'industrie. Il y a deux sujets vis-à-vis de la norme aujourd'hui. C'est déjà, effectivement, nous, on a une question de surtransposition des normes européennes, ce qui, en plus, nous désavantage encore plus dans la compétition intra-européenne. Mais récemment, il y a quelques jours, le chancelier allemand Merz parlait qu'au niveau des normes, il fallait revoir nos standards très à la baisse, en fait, pour, du coup, rester compétitif, notamment face aux Chinois et aux Américains. Oui, parce qu'il y a un effet pervers aussi à tout ça, c'est qu'en tant qu'ingénieur français, quand on est imprégné de cette culture, pour aller à l'export après, pour son propre marché, c'est très bien, mais pour aller à l'export, quand vous vendez dans les pays émergents, ils n'ont pas besoin de tous ces surcoûts finalement, et cette protection voilà, il faut trouver le juste milieu, mettre le curseur au bon niveau. On ne s'adapte pas, quoi. Et on ne s'adapte pas, et du coup, on pense, on design des trains comme on fait pour la SNCF, la RATP, qui sont de clients qui ont une grosse expérience et qui ont leur façon de penser le ferroviaire. Mais à l'international, voilà, c'est très difficile de prendre le bon de ce retour d'expérience et de laisser à la limite le superflu de côté. Et là, on se retrouve en compétition, effectivement, avec des acteurs qui peuvent être beaucoup plus compétitifs par nature et en plus, qui n'ont pas ce biais... Ça incite même à délocaliser. Parce que la réalité, c'est que quand on veut servir un marché, comme chez nous, il y a des normes très élevées et qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir exporter des niveaux de coûts importants, on finit par se dire autant ouvrir une usine dans le pays dans lequel je souhaite adresser le marché. Donc ça, c'est des vrais problèmes. Et on ne l'a pas vu, on le constate aujourd'hui, mais c'était quand même un peu prévisible. Je veux dire, on découvre des fois un peu l'Amérique quand même. Alors donc ça, en fait, derrière ce que vous venez de dire tous les deux, il y a une question d'information, de gestion de l'information, d'obtention de l'information et de traitement de l'information dans le cadre d'une stratégie industrielle. C'est avoir l'information qu'effectivement, la demande de produits en termes de sécurité, de normes, etc., est quand même différente de la nôtre, et d'adapter forcément la production à ça. Peut-être aussi, d'ailleurs, un enjeu au niveau de normes françaises sur ce qu'on permet aux entreprises de produire pour le marché intérieur, et aussi de ce qu'on peut dire, est-ce qu'on ne peut pas produire des produits de moindre gamme, entre guillemets, de sécurité et autres, pour les pays à l'export qui acceptent ce genre de produits. Mais du coup, effectivement, il y a une question politique derrière qui n'est pas forcément évidente à traiter. Mais du coup, sur la question de l'information, moi, je voulais savoir, est-ce que du coup, il n'y a pas un manque de dispositifs d'information, notamment sur toutes les questions d'export, les questions de réglementation, etc., pour s'y adapter. Est-ce que, par exemple, chez Alstom, il y avait tout un dispositif, il y a encore, évidemment, tout un dispositif informationnel
pour traiter ce genre de sujet. Et aussi, dans la compétition économique, il n'y a pas que la macro, il n'y a pas que la compétitivité, il y a aussi la prédation économique. On se souvient en 2014 du cas Alstom. En termes d'information, est-ce qu'il n'y a pas un manque là-dessus? Voilà. Alors, il y a plusieurs points dans la question, oui, semble-t-il. Oui. Il y a un aspect culturel. Et effectivement, quand on fait de l'IE, ça finit par nous éclairer. Je pense qu'il y a culturellement, effectivement, les Français ne sont pas forcément très alertes sur ces questions de prédation, de défense des intérêts, par rapport aux anglo-saxons notamment. On est plus sur la défensive. Alors, en France, effectivement, on est dans une culture défensive. Oui. Et effectivement, offensivement, je pourrais en reparler dans les conquêtes de marchés type Afrique ou autre. Il y a quand même des outils intéressants en France et l'État fait sa part du travail aussi pour aider les grandes entreprises. Et je peux en témoigner, j'expliquerai après. Mais, donc, je pense qu'il y a d'abord l'aspect culturel. Après, sur l'aspect compréhension finalement des cahiers des charges locaux et des façons de procéder localement. Bon, il se trouve que chez Alstom, il y a eu un choix il y a quelques années, puisque avant même que se mettent en place tous ces tarifs douaniers et cette guerre un peu géopolitique, cette géopolitique un peu agressive en ce moment, il y a eu déjà une vague de demandes d'un certain nombre d'États. Il y a des États comme les États-Unis qui ont promu le Buy American Act depuis longtemps. La Chine qui interdisait l'accès à son marché si ce n'est en faisant des JV. Enfin, voilà. Donc il y a eu plusieurs vagues de protectionnisme. Et donc, Alstom, face à ça, en tout cas la partie ferroviaire, il y a eu un choix de fait par le management qui était d'organiser l'entreprise comme une multinationale. Je reprends ce terme qui n'est plus trop à la mode, mais qui était d'être un acteur local, global, mais en même temps glocal, comme on dit. En même temps global dans sa façon de procéder, sa façon de penser, et de développer et de gérer effectivement sa recherche et développement. Et local parce qu'effectivement, il faut s'adapter aux écosystèmes locaux, aux contraintes normatives et sociales locales. Donc ça, c'est essentiel. Et si je prends le contre-exemple qui marche aussi, à la limite, le système Siemens allemand, où ils ont plutôt défendu une logique très allemande, où tout est fait en Allemagne, grosso modo, même si c'est un peu fake, parce qu'il y a effectivement de la sous-traitance dans les pays de l'Est, beaucoup. Et ensuite, d'exporter voilà. Alors, c'est vrai que leur positionnement, ça a toujours été un petit peu d'être dans le premium. Donc, ça va adresser qu'un certain nombre de marchés qui peuvent se permettre, donc le payer, donc le Moyen-Orient, ce genre de marché. Mais ils vont délaisser naturellement d'autres marchés qui sont peut-être des marchés plus risqués aussi, en termes de cash, en termes de sécurité. Donc, c'est un choix. Je dirais que Alstom a fait le choix d'être un acteur leader mondial et d'avoir la taille critique sur tous ces marchés, alors que le système allemand Siemens s'est plutôt développé en vendant des solutions un peu sur étagère, de moins customiser les solutions au marché local. Donc, encore une fois, certains marchés leur ont permis de faire ça, parce que la force allemande, c'est quand même aussi, ils ont quand même un poids important, donc à vis-à-vis de certains pays partenaires, ils ont pu imposer leurs solutions à des coûts pas trop prohibitifs. Mais voilà, le modèle Alstom, ça a été, pour répondre à la question, d'être beaucoup plus local. Et donc d'avoir aussi, c'est pas des Français qui partent en expatriation, il y en a encore quelques-uns, mais c'est vraiment de développer de la compétence locale. Moi, quand j'étais en charge du business en Afrique, par exemple, on avait, sur 2000 collaborateurs, j'avais peut-être 20 expats français. Le reste, c'est des locaux qu'on a formés. Ça a pris des années, c'est un cycle qui a duré une bonne dizaine d'années. Mais on a développé des compétences partout où on est passé, avec un écosystème de fournisseurs, avec être capable de faire la maintenance sur place, par expédier des trains à l'autre bout de la planète. Voilà. Donc c'est évidemment bon pour la planète du point de vue environnemental, mais c'est aussi une réactivité, une compétitivité qui va être... et surtout une compréhension des besoins du client. Ça paraît évident, quand on fait du commerce, forcément c'est la première chose qu'on apprend. Mais dans les faits, sur des industries lourdes comme ça, voilà, on avait plutôt tendance à vouloir imposer son modèle. Voilà. Donc là, on prend ce qu'il y a de mieux, parce que quand les clients viennent chercher Alstom, Siemens, ils viennent chercher de la qualité, ils ont, voilà, encore une fois, sur un produit qui est pas simple. Mais en même temps, il faut être capable de se mettre just enough, comme on dit en bon français, mettre le curseur au bon niveau pour pouvoir adresser le besoin local. Et surtout qu'en plus, aujourd'hui, de plus en plus de pays demandent à voir, quand ils font un gros contrat, surtout sur des questions infrastructurelles, d'avoir le site de production localement. BITD aussi, ça marche comme ça. Du coup, comment lier l'intérêt de produire localement avec l'intérêt de l'entreprise pour produire en France aussi,
Comment est-ce que Alstom fait pour produire effectivement à l'étranger, mais aussi maintenir les sites en France? Pourquoi elle peut encore maintenir les sites en France? Est-ce qu'elle peut se développer encore plus? Et quel lien fait entre les deux pour que en fait, la France en profite dans un sens? Oui, bien sûr. Il y a deux façons de faire. Alors déjà, je pense que le marché européen permet à Alstom de produire en France et de vendre en Europe sans être, encore une fois, trop inquiété par une concurrence déloyale. Et donc après, la compétition libre, évidemment, fait que Alstom gagne des marchés ou en perd, mais ça, c'est sa compétitivité intrinsèque. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est l'export, effectivement, où historiquement, pareil, tout est né des compétences des sites français d'Alstom, en grande partie, qui ont exporté jusqu'à un certain point, où à un moment donné, effectivement, la compétitivité, les barrières tarifaires ou les règles contractuelles imposées par les pays, je parlais des États-Unis qui ont tout de suite mis le Buy American Act, si vous ne faites pas, je crois que c'est 70% de contenu sur le sol américain, vous ne pouvez pas répondre à un appel d'offres, ou en tout cas, vous ne serez pas sélectionné. Moi, j'ai vécu l'Afrique du Sud, un pays plus émergent, qui a fait la même règle. Sur un contrat, il exigeait 68% de contenu local. Et évidemment, si vous ne le faites pas, c'est des dizaines de millions d'euros, centaines de millions d'euros de pénalités qui vous tombent dessus. Donc, ça vous dissuade totalement de ce genre d'initiative. Voilà. Donc évidemment, ces protections-là vont plutôt inciter, pas à délocaliser, mais à faire de la croissance dans les zones à fort développement. Donc, ça, c'est le premier point. Là où je disais que l'État français aidait quand même les entreprises à l'export, en tout cas les grands groupes, il y a des systèmes de financement. En Afrique, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de projet. Et donc la France et l'Europe en général est un grand pourvoyeur de fonds, effectivement, vis-à-vis des grands projets d'infrastructure en Afrique. Et donc à ce titre-là, la France, par exemple, va proposer grâce à la direction du Trésor, des prêts concessionnels ou non concessionnels à des clients, à des pays africains, par exemple. Donc ça veut dire que pour le pays africain, c'est une manne financière très importante à des conditions de remboursement exceptionnelles. Ça, c'est comme si la France empruntait pour elle-même, elle donne aux meilleures conditions de marché ce type d'avantage aux pays qu'il demande. Enfin, évidemment, il y a tout un tas de critères qui entrent en jeu. Et à ce moment-là, la contrepartie de la France, c'est d'exiger que l'industriel qui prend le marché fabrique en France. Donc typiquement, c'était 70% de contenu français ou 50% de contenu français selon le type de contrat de financement. Et donc là, effectivement, vous êtes indirectement bien content d'avoir des bases en France pour produire. Et donc aujourd'hui, un TGV, effectivement, au Maroc, il est fabriqué à La Rochelle en France, et il est vendu au Maroc avec des prêts concessionnels français qui permet au Maroc d'avoir d'excellentes conditions de financement et Alstom de vendre un produit dans de bonnes conditions, avec des sécurités de paiement et autres. Donc voilà, donc aujourd'hui, la part d'export des équipes françaises, c'est presque 50% de leur charge, c'est pour de l'export, grâce à ces modèles-là. Alors évidemment, vous avez le contre-exemple qui peut être effectivement, si on prend l'Inde, tous les acteurs sont présents en Inde. Bon, les Chinois essayent aussi de pénétrer, mais la relation Inde-Chine, c'est pas toujours ça. Mais voilà, tous les acteurs sont présents localement. Et donc, si vous ne produisez pas en Inde pour l'Inde, vous êtes mort. C'est autant dire que c'est pas la peine de jouer. Donc là, effectivement, il a fallu, et ça s'est fait sur des années, mais construire aussi une base industrielle locale pour pouvoir adresser les marchés qui ont la taille critique pour le faire. Évidemment, quand il s'agit de faire seulement 10 trains, vous n'allez pas faire une usine pour faire uniquement 10 trains dans un pays. Par contre, quand vous avez, comme l'Afrique du Sud, 600 trains à faire, vous faites une usine. Et le client est assez intelligent pour récupérer la propriété de l'usine à la fin, pour pouvoir ensuite choisir un autre fournisseur pour faire le reste de la flotte, par exemple. Donc voilà, il y a plein de modèles qui existent. Là-dessus, les États sont assez créatifs. Mais je dirais que ce système-là privilégie quand même la France pour Alstom, puisque les compétences sont là, elles ne se perdent pas. On parlait tout à l'heure de perdre des compétences et la difficulté de reconstruire. En fait, Alstom n'a jamais perdu ses compétences en France. Et c'est peut-être un modèle qui permet effectivement de durer. J'en suis assez persuadé. Et on parlait de récupérer la propriété de l'usine après effectivement la durée du contrat. Donc il y a aussi un enjeu. Alors l'enjeu de la propriété, notamment la propriété intellectuelle, qui sont des brevets, la question aussi de préserver le savoir-faire, que ce soit au niveau local, mais aussi simplement dans l'entreprise, conserver les personnes, conserver les compétences. Est-ce qu'il n'y a pas aussi tout un enjeu à ce niveau-là à traiter, notamment en France? Est-ce qu'on protège assez bien les innovations et les brevets, que ce soit en soi, avec les questions d'espionnage économique, ou simplement de se faire copier? On pense à Airbus, par exemple. La Chine avait acheté 2 Airbus. Et bon, on a retrouvé un. Il y en a un qu'on n'a pas retrouvé, sans doute découpé un peu partout. Et l'autre, on l'a retrouvé, pas utilisé. Finalement, après, on a une sorte de copie d'Airbus qui sort
du côté de la République populaire de Chine. Donc est-ce que c'est aussi un sujet aujourd'hui qui est compris, qui est traité sur les questions donc déjà de propriété intellectuelle notamment, de propriété des usines, des outils de production, et aussi simplement, en fait, voilà, qu'est-ce qu'on arrive à bien se protéger contre la prédation économique? Voilà, j'agrandis encore la question. On parle par exemple, on pense à l'action du CICE. Sur toute la partie protection, on va dire des brevets, de tout ce qui est propriété intellectuelle, on n'est pas complètement naïf non plus. C'est-à-dire, je pense qu'on n'est pas dans une situation où c'est presque plus une servitude volontaire au fond qu'une naïveté. Il ne faut pas non plus oublier on le voit récemment, mais ça aussi c'est symptomatique d'un pays qui n'a plus beaucoup d'industrie, que dès qu'une entreprise est rachetée, on considère que c'est une atteinte à la souveraineté. Oui. La réalité, c'est que si vous ne pouvez pas vendre votre capital ailleurs, il n'a plus aucune valeur. Donc il faut quand même aussi, et au passage, il y a rarement des investisseurs français pour racheter ces mêmes usines. Donc, déjà, on a envie de se dire, si vraiment il y avait une forme de valeur intrinsèque très importante, on pourrait avoir des acheteurs domestiques ou de l'épargne domestique qui la finance ou qui la reprend, c'est rarement le cas. Et donc, pour que quand même une entreprise soit bien valorisée au niveau mondial, il faut que le capital puisse avoir une valeur et qu'il n'y ait pas un veto qui soit mis à chaque fois qu'une entreprise va être vendue. Je rebondis rapidement aussi sur ce que Raphaël disait, parce que c'est au fond, je trouve que son expérience Alstom montre bien à la fois les forces et les faiblesses du modèle français. C'est des multinationales qui sont absolument gigantesques et on a les plus puissantes d'Europe. La problématique, c'est qu'elles ont de fortes incitations désormais à ne pas produire sur le territoire français. Donc on a à la fois des entreprises parmi les plus puissantes point de vue industriel en Europe, et en même temps, d'une part, parce que les pays avec lesquels on commerce nous imposent de faire du contenu local, mais aussi parce qu'on a des conditions de production et de compétitivité en France qui sont très désincitatives. Et là, je pense qu'on en revient sur le point précédent, c'est que les Allemands ont fait quand même beaucoup plus que nous, à la fois en termes de formation, de fiscalité aussi pendant un bon moment, même si désormais ça se réaligne peu ou prou, mais on désincite quand même franchement la production locale. Donc on ne peut pas demander non plus ad vitam aeternam à des entreprises qui sont en concurrence, et à fortiori une concurrence de plus en plus rude, de continuer d'exporter depuis la France si les conditions de production dans lesquelles se réalise la production française est particulièrement pénalisée par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et puis pour en revenir sur la protection de tout ce qui est propriété intellectuelle et brevets, on voit bien effectivement que les règles de jeu ne sont pas les mêmes. Il y a une prédation aux États-Unis qui est beaucoup plus grande, mais parce qu'ils ont compris que l'industrie, c'était aussi de la guerre économique, mais eux sont dans un mode et un logiciel beaucoup plus agressif. La Chine le respecte beaucoup moins pour des raisons de gouvernance politique. Il est certain que l'Europe, et a fortiori la France, pourrait être un tout petit peu plus agressif dans son logiciel. Je ne suis pas expert en brevets, mais je constate qu'il y a plusieurs types de stratégies. Il y a des entreprises qui, effectivement, vont avoir tendance à multiplier les brevets, c'est de tout cadenasser, et au final, comme tu disais... En Chine, on sait qu'un brevet, c'est là pour être déchiré, ça ne sert à rien. On n'a qu'à demander au major du luxe la contrefaçon dans le luxe. Bon. Alors, il n'y a pas que les Chinois, pour le coup. Mais donc, il y a ce type d'entreprise. Et puis, il y a les entreprises qui, au contraire, se disent, en fait, déclarer des brevets, c'est aussi donner à manger aux concurrents, c'est déclarer. Ça coûte très cher aussi. Il faut savoir que ça coûte une fortune, les brevets. Et donc, ce n'est pas forcément la meilleure façon de se... Donc, j'ai entendu les deux discours, moi, dans l'industrie. Après... je pense que... Alors moi, j'ai une petite anecdote en Afrique, je tairai le nom du pays, mais on avait vendu... c'était un appel d'offres pour des tramways. Et effectivement, les Chinois n'avaient aucun scrupule à venir à répondre sur un appel d'offres, alors qu'ils n'avaient pas la propriété. En fait, les Chinois savent faire des métros aujourd'hui, c'est le plus gros marché mondial de métro, donc il ne faut pas se mentir. Ils savent en faire. Sur des tramways, bizarrement, c'est plus compliqué, et ils n'ont pas de référence. Et tous les tramways, les rares tramways qu'il y a en Chine, ils les ont fait sous licence de Siemens, de Bombardier canadien et d'Alstom. Pour le marché chinois uniquement. Dans le cadre des barrières à l'entrée qu'ils mettaient, effectivement, c'était ce genre de... Sauf qu'ils n'ont aucune autorisation à exporter ce type de matériel. Mais ça ne les empêchait pas d'arriver... donc moi, j'ai un cas concret où ils répondaient à l'appel d'offres. Donc, on va vous faire ce... Et moi j'explique au client, je dis, mais vous savez... Et le client n'était pas sensible à ça. Il y avait pas parce que les Chinois disaient, j'ai vendu ça, des tramways là. Ils ne savaient même pas qu'ils n'avaient pas la propriété. Je dis, c'est extrêmement dangereux parce qu'ils ne savent pas faire s'il n'y a pas le tampon du fabricant d'origine. Et le fabricant d'origine, il n'a jamais autorisé le Chinois à vendre à l'export. Donc c'est un exemple. Et donc là-dessus, ça a fini par porter ses fruits. Ils ont été disqualifiés parce que j'ai réussi à sensibiliser le client qui a pu prendre conscience de ça et s'est dit, oui, effectivement, là, je
je me mets mal même par rapport à des entreprises qui possédaient ces designs. C'était quand même une violation indirectement, même si le client n'est pas... Enfin, nul n'est censé ignorer le brevet, mais enfin, quand même, là, c'était un cas d'école où il fallait expliquer les choses. Et quand on est en bon rapport avec un client, on peut lui expliquer les choses. Donc voilà, on n'est pas si naïf que ça. Faut pas se leurrer. Mais ça, c'est un boulot aussi d'ingénieur, de savoir... On parlait des transferts de technologie. C'est là qu'il ne faut pas être... je pense que, par exemple, Alstom, en Chine, a été assez lucide. Contrairement à Siemens, qui a envoyé beaucoup plus de technologies, finalement, en Chine, sur ces TGV. On a toujours su mettre le curseur là où il fallait, pour garder la maîtrise. Et pas créer des monstres qui, ensuite, allaient nous renverser, quelque part. Donc ça, je pense que, globalement... Alors ça, ce n'est pas le cas dans toutes les industries, mais je pense que ça a été quand même... assez bien géré. Et aujourd'hui, face à la mondialisation et les rapports de force actuels, je pense que on voit quand même que ça a limité la casse. Donc voilà. Mais encore une fois, il faut que ça soit fait par des sachants, ingénieurs ou pas, mais il faut des sachants, parce qu'il y a le design et après il y a la façon de fabriquer. C'est pas la même chose. On peut avoir un design sur le papier, savoir-faire, c'est encore autre chose. Et donc ça, rien ne remplace l'expérience, le savoir-faire. Et c'est ce qu'on appelle les méthodes, comment on traduit les plans en production. C'est quand même là que tout se passe. Donc là, si le Chinois n'a pas fait, il va peut-être apprendre, mais ça va lui prendre beaucoup plus de temps. Vous avez parlé tout à l'heure des outils et des armes que possédait la France pour permettre de réindustrialiser. Comment favoriser finalement l'investissement en France et en Europe ? Quels seraient les outils et les armes pour permettre de reprendre... développer, mais pour moi, déjà, comme on disait tout à l'heure, quand on est malade, je pense que quand on est malade, déjà, on a mal, on essaye d'enlever la douleur et après, on traite le fond du problème. Les questions systémiques, ça prend du temps. Il n'y a pas de baguette magique, il faut faire plein de choses. Il n'y a pas un secret comme ça qui va nous permettre de sortir de là. C'est plein de choses, il faut une vision, donc ça va prendre du temps. Pour moi, et c'est là que je rejoins un peu le commissariat au plan, là, pour le coup, aujourd'hui, la Chine, c'est 35% de la production mondiale. C'est 30 à 40% de compétitivité coût grâce à une monnaie, en grande partie grâce à une monnaie dévaluée. Il faut absolument éteindre l'incendie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut arrêter d'avoir mal, de se faire mal. Il faut mettre des frontières, je sais que c'est le mot qui n'est pas à la mode, une frontière économique, j'entends, et mettre des tarifs. Aujourd'hui, ils proposent 30%. Bon, il faut regarder, il ne faut peut-être pas faire ça bête et méchant, surtout. Et effectivement, mettre tout de suite une barrière, parce que quand on a un concurrent qui n'applique pas les règles de réciprocité. Donc pour moi, c'est pareil, ça, c'est des principes. La réciprocité, tu ne me donnes pas accès à ton marché, je ne te donne pas accès à mon marché. C'est ce qui se passe avec les États-Unis sur les marchés publics, notamment. Ouais. Donc ça, pour moi, ça devrait être... alors évidemment, ça va se traiter au niveau européen, donc c'est toute la complexité qu'on va avoir devant nous, c'est d'aligner les intérêts de tous les pays, ça va être un calvaire, quoi. Mais il n'y aura jamais d'unanimité entre les pays européens pour... c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème, mais à un moment donné, c'est comme l'accès à l'énergie, l'Arenh. Est-ce qu'on subit bêtement des règles qui imposent une électricité qui a été pensée par les Allemands, pour les Allemands, dans un contexte très particulier, rapport au gaz russe et autres. Moi, j'ai tendance à dire, non, pourquoi on fait ça, quoi ? On a une industrie compétitive, nucléaire, avec des coûts compétitifs. On doit défendre nos intérêts. Donc, je pense qu'il faut utiliser les bons côtés de l'Europe. Le volume, on a un marché de 450 millions de consommateurs, et donc on peut imposer un certain nombre de règles du jeu, donc les questions de réciprocité, les questions de priorité aussi dans les marchés publics. Je crois qu'en France, c'est 60% des marchés publics qui partent pour des entreprises étrangères. C'est quand même assez hallucinant quand on réfléchit. Donc, pour moi, il y a des règles simples du commerce, on devrait faire valoir, mais de façon stricte, nos intérêts, et probablement mettre effectivement des barrières douanières vis-à-vis de la Chine. Encore une fois, c'est peut-être un sparadrap sur une jambe de bois. Aujourd'hui, c'est la Chine, demain, ça sera peut-être l'Inde. Donc, il faudra aussi traiter la question de l'Inde demain. On prévoit d'offrir un accord de libre-échange. L'Inde, on est content en ce moment, ils nous achètent des Rafales. Mais bon, ils sont un peu plus ouverts quand même en termes de pénétration de marché. Ils n'imposent pas ces systèmes de JV. Donc, les Chinois, je pense que c'est un cas particulier. Il ne faut pas faire un focus que chinois. Mais en attendant, aujourd'hui, 35%, c'est pas rien. Et effectivement, le consommateur va en subir quelques conséquences. Mais est-ce que c'est mal d'arrêter d'acheter du Chine avec des vêtements pourris qui viennent de l'autre bout de la planète ? Au final, c'est une question d'éthique un peu. Oui, et puis bon, je veux dire, les enfants qui achètent ça, ils vont survivre quand ils feront autrement. Enfin, on peut faire du vintage pour citer des marques, on peut prendre. Voilà, il y a plein de façons de faire. Donc je pense que on a trop ancré, parce qu'on est dans une industrie de consommation, on a des réflexes, on peut changer de réflexe. Et ça, l'État doit jouer un rôle là-dessus et doit protéger. Ça, c'est hyper essentiel pour moi. C'est du court terme.
peut-être ça ne résout pas le problème sur le long terme, mais il faut déjà, en ce moment on vit quelques crues en France, il faut mettre des digues et il faut se protéger. Et après, en parallèle, il faut construire effectivement des politiques qui vont prendre peut-être 10, 15 ans, mais il faut les construire. Justement, pour revenir sur cette question, notamment la question de l'investissement, favoriser l'investissement en France et en Europe, est-ce qu'il faut aller jusqu'au marché unifié des capitaux en Europe, comme proposé par le rapport Draghi de 2024 ? Alors, je commence par dire que je ne suis pas complètement aligné avec ce qu'a dit Raphaël, donc c'est bien, il fallait quand même qu'à un moment donné, on finisse par diverger un peu. Mais je suis d'accord avec le constat qu'il fait, c'est-à-dire au fond, on comprend très bien l'idée de dire qu'il faut stopper l'hémorragie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous pissez le sang, il faut quand même faire un garrot, parce que sinon ça finit mal. La problématique, c'est que je pense qu'on n'est pas... Enfin, on nous parle de rapport de force. Je ne sais pas, sincèrement, et c'est triste, si on est capable d'avoir et de mener un rapport de force avec la Chine. Bien sûr. Pour la simple et bonne raison qu'il faut avoir en tête que si on met des droits de douane à fortiori de 30% sur tous les produits, même si on le sectorise ou autre, on va avoir des rétorsions. Là, on rentre dans un monde pour adultes derrière. C'est très problématique. Parce on est déjà dans le monde pour adultes. Alors, oui, et après, c'est ce que dit le commissariat au plan. Il dit, effectivement, on va avoir des rétorsions, il faut être prêt. Oui, mais après, est-ce qu'on le sera prêt? Voilà, ça, c'est la question. Trump, de ce point de vue-là, excuse-moi de t'interrompre, mais Trump est un bon exemple. Je prône pas. Non, un bon exemple dans le sens. La puissance servicielle qui leur permet d'avoir une domination technologique. Oui, nous, bien sûr, on n'est pas dans les mêmes rapports de force, mais on a une relation aussi. Je pense que les Chinois respectent beaucoup plus l'Europe que les États-Unis pour leur histoire. Quand on parle avec des Chinois, notamment la France, c'est pour eux, c'est que même si la France n'est plus ce que c'était, on peut tous le regretter, mais ils ont quand même un rapport à l'histoire qui fait qu'on peut discuter avec ces gens-là, j'ai envie de dire. Et effectivement, le rapport de force, il n'est peut-être pas ultra favorable, mais j'ai envie de dire, mieux vaut maintenant que dans 10 ans, parce qu'il sera encore moins favorable, malheureusement. C'est le sens de la démographie, encore une fois. Et deuxièmement, il ne faut pas avoir peur. Je veux dire, des deals, les Chinois, ils en font plein. Un deal, c'est fait pour se... C'est en ça que je dis que Trump fait du pragmatisme. Il ne faut pas être idéologue, il faut faire du pragmatisme industriel et économique. Il faut tenter des choses. Il ne faut pas braquer, il ne faut pas aller effectivement mettre les curseurs. Et peut-être que là, Trump va peut-être un peu trop loin des fois, évidemment, mais c'est le commerce, c'est le deal. Et les Chinois adorent ça, en plus, négocier. Nous, en France, on n'a pas ça dans la culture. On veut acheter... Personne négocie. J'achète ça. On va en Afrique, on négocie. Et on va passer 5 minutes à se tirer les cheveux, mais à la fin, on est potes et on a tapé dans la main et c'est bon. Les Chinois, c'est pareil. Donc, il faut trouver des accords. Alors, effectivement, je te redonne la main, mais effectivement, peut-être qu'on n'a pas le rapport de force global est plutôt en leur faveur. Mais au fond, on est d'accord. Bien sûr qu'il faut aller... La problématique, c'est que je pense qu'on y va en n'ayant pas conscience de ce que ça veut dire. C'est ça ma problématique. Il faut être préparé. Si c'est ta question, c'est d'être préparé. Ce n'est pas le cas. On ne dit même pas à la population, est-ce que vous êtes au courant que si les Chinois nous coupent les intrants, comme nous, on a des industries qui sont massivement en aval, est-ce que vous êtes au courant que pendant un moment, on peut avoir des coupures de production? On l'a vu avec Nexperia dans l'industrie automobile. C'est-à-dire que les Chinois ont une capacité de nuisance dont on peine à prendre l'ampleur. C'est-à-dire qu'ils sont partout, sur toutes les chaînes de valeur en amont, c'est eux qui dominent tous les intrants mondiaux. Bon, il y a quand même un moment donné où si on va loin dans le rapport de force, il faut avoir en tête qu'ils peuvent fermer le robinet. Je dis pas, mais il faut peut-être le dire à tout le monde. Est-ce que si on y va, vous êtes conscient que ça va quand même faire gros bobo potentiellement? Et je pense que là, il y a une forme de non-dit. Mais quand je dis des deals, c'est pas forcément l'un contre l'autre. Bien sûr. Des deals, ça peut être des partenariats. Ah, mais tout à fait. Par exemple, on parlait de la réciprocité. Pour moi, imposer aux Chinois qui viennent en Europe d'investir, de créer des joint ventures et de transférer de la technologie, ça fait partie des choses qu'ils peuvent peut-être admettre, je ne sais pas. Mais je pense qu'on se met le doigt dans l'œil là aussi sur les transferts techno. Mon sentiment, c'est que les transferts techno, ça marche de pays à coût élevé vers des pays à bas coût. Ça a toujours fonctionné dans ce sens-là. On n'a jamais vu ça dans l'autre sens. Surtout que les Chinois ne vont pas refaire l'erreur de transférer les transferts technologiques parce qu'ils sont développés sur ça. Ils ont conscience que, d'ailleurs la preuve, quand ils viennent en Europe, ils font des usines tournevis, on est content, on assemble des bouts de voiture. Bon, pour le dire autrement, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Ce qui m'embête en Europe, c'est notre naïveté généralisée sur les questions de commerce. Et donc, je suis d'accord, vraiment, il faut aller au rapport de force, mais il faut avoir conscience de qu'est-ce qu'on veut demander concrètement, qu'est-ce qu'on pense pouvoir obtenir, quels sont les pièges à éviter. Et alors, on voit bien qu'on met à chaque fois les deux pieds dedans, tout ce qu'il ne faut pas faire, grosso modo. Non, mais malheureusement, on a cette naïveté au fond de nous en pensant qu'il suffit de demander aux Chinois ah non, mais si vous voulez vendre une voiture, venez et transférez-nous tout votre savoir-faire. On le voit bien même pour les gigafactories de batteries.
compris. On a quand même plaidé pour des transferts techno. La réalité, c'est que toutes les machines aujourd'hui sont chinoises. Quand vous avez un problème, vous appelez un ingénieur chinois. Donc c'est ça la réalité. Faut arrêter de se mentir quand même. Et on a une forme, voilà, encore une fois, de naïveté où je suis assez pour la méthode américaine dans le sens il faut aller au combat, mais ayons quand même en tête, et c'est pas drôle de se le dire, que les Européens sont quand même dominés numériquement par les États-Unis et maintenant industriellement par les Chinois. Donc notre position, elle est quand même délicate. Ça veut pas dire qu'on peut rien faire, mais ayons en tête là où la position dans laquelle on s'est mise. Et justement, sur ce sujet-là, en fait, un des principes que nous on apprend à l'école de guerre économique, c'est que dans la guerre économique, il y a l'enjeu de dissimulation. Alors, bon, là, du coup, en parlant, là, je révèle le pot rose. Mais du coup, est-ce qu'en parlant de rapport de force, d'offensivité, de mettre 30% de droits de douane, etc., est-ce que, du coup, on ne se tire pas une balle dans le pied en disant, bon, on va être offensif contre la Chine, alors que, justement... alors que la Chine, en plus, possède des choses dont on a besoin et dont on est dépendant. La question des intrants, effectivement. Est-ce que, du coup, il n'y a pas un enjeu de faire ami-ami, de faire effectivement des partenariats, de la coopération, effectivement, derrière nous, d'utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition et qu'on doit aussi développer par ailleurs pour tirer notre épingle du jeu, plutôt que être dans le rapport de force, bloc contre bloc, et effectivement, perdre parce qu'on n'a pas les outils aujourd'hui. Mais je crois que ça existe déjà. En réalité, il y a le monde tel qu'on nous le présente dans les médias, et puis il y a la réalité. Je veux dire, il y a des diplomates derrière qui discutent, il y a plein de choses qui se passent qui ne sont pas mises à la lumière. Et c'est déjà des fois des choses pas très belles à raconter, mais ça fait aussi partie des deals. Donc dans les deals, il y a plein de sortes de deals. Il y a ceux qu'on montre, il y a ceux qu'on ne montre pas. Il y a l'affichage, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut jouer, effectivement, parce que c'est des questions d'ego. On dit qu'en culture asiatique, ils ne veulent pas perdre la face dans les négociations. Donc, des fois, il faut afficher des choses. Et puis, en sous-main, on a fait des deals qui ne sont pas tout à fait à l'identique. Et ça, Trump en joue là aussi. Je ne vais pas citer que Trump, mais il se trouve que c'est tellement un phénomène qu'on voit à peu près bien comment il joue. Et effectivement, ça existe déjà, j'ai envie de dire. C'est quelque chose... Mais encore une fois, les partenariats, voilà, ce n'est pas que du conflit. On peut trouver des compromis sur des aspects qui ne sont pas du tout économiques, d'ailleurs. Ça peut être du culturel, ça peut être du sportif. Voilà, on a vu, des États comme le Qatar a choisi un angle de faire de la diplomatie par le sport à un moment donné. Bon, voilà, personne ne l'a trop vu venir. Bon, maintenant, tout le monde le réalise. Mais les Chinois ont d'autres stratégies. Il faut lire leurs stratégies, il faut les écouter. Parce que, comme on dit souvent, le problème, c'est qu'on n'écoute pas. Les Américains disent ce qu'ils vont faire, ils le font. C'est écrit dans leur grande doctrine. Les Chinois font pareil. Donc on a au moins cette chance, c'est de pouvoir les lire. Il faut les lire, les décrypter. Il y a des grands experts français qui se penchent sur ces questions. Il faut peut-être les écouter et effectivement trouver les angles sur lesquels il y aura peut-être un peu plus de bagarre et d'autres où on va peut-être lâcher un peu et d'autres sur lesquels on va faire des compromis. Voilà, Peut-être notre difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à avancer masqué parce qu'aussi, quand on est de l'Europe, on doit discuter à visage découvert entre tous les pays. C'est très difficile aussi, quand même d'avoir une position européenne qui s'est discutée, j'allais dire en réunion à huis clos. Dans la réalité, c'est qu'on voit bien que les médias européens vont s'interpeller les uns les autres jusqu'à finaliser une position. Quand on arrive, je veux dire, les autres pays savent déjà tout de nous. Enfin, en quelque sorte, on est un peu un théâtre à ciel ouvert. C'est le premier point. Et deuxièmement, un conseil pragmatique que j'aurais pour la France, c'est de dire n'oublions pas la négociation bilatérale. La problématique quand on négocie au nom de l'Europe, c'est qu'on voit bien les Chinois vont après se rapprocher des pays qui leur sont politiquement les moins hostiles. Et là, pour le coup, la France n'est pas très bien positionnée. On voit bien que c'est nous qui avons quand même porté, et je pense qu'on a eu raison, mais on a porté une offensive assez forte contre la Chine, où on est quand même vu un petit peu comme le vilain petit canard en quelque sorte. Quand la Chine doit faire des investissements, elle va en Hongrie, elle va en Espagne, elle va partout là déjà où elle a des positions, où elle a racheté les ports, c'est vrai en Grèce, mais pas en France. Donc la problématique, c'est que si on attend, nous, en plus des investissements chinois en France, je pense qu'on peut patienter un bon moment, parce que on est quand même vu comme le dernier pays investissable. Enfin, j'exagère en disant ça, mais c'est un peu ça mon point. Donc je pense que des deals bilatéraux ont beaucoup plus de valeur, parce que là, on est en capacité de négocier très clairement des choses en direct, et passer uniquement par l'Europe me semble être malheureusement un frein plus qu'autre chose, surtout dans la position qui est la nôtre, c'est-à-dire où on cherche à défendre un petit peu les intérêts collectifs, mais où derrière, chacun tire la couverture vers lui. Mais ce qui est logique, moi, je pense qu'on ne peut pas reprocher aux Allemands de défendre leurs intérêts. Oui, bien sûr, la critique qui est faite à la France, notamment par les intellectuels français, c'est que la France en Europe fait l'Europe, fait la politique européenne, veut une voie unitaire. Après, les autres pays le disent aussi, évidemment, et le font, mais il y a toujours leur intérêt derrière, et on voit ça sur les accords avec le Mercosur, mais aussi les questions avec la Chine d'investissement. Quand il y a une mesure de rétorsion avec la Chine, c'est le cognac qui prend au bénéfice des voitures allemandes. Et avec le Mercosur, effectivement, il y avait tout un débat sur l'export de voitures allemandes au Brésil et nous, notre industrie agroalimentaire
et notre agriculture sont un peu défavorisées. Même si, c'est pas si noir et blanc. Et justement dit, maintenant après il faut défendre ses positions. Moi le Mercosur à titre personnel j'étais assez favorable parce que je pense qu'on on dramatisait pour partie les effets négatifs et même la France avait y gagné, même si des pays comme l'Allemagne étaient vraiment les plus grands bénéficiaires de ce type d'accord. Ça nous montre bien aussi, ça c'est terrible, que à la fois on nous dit on a des pays avec lesquels on devient très hostile parce que les sujets de réciprocité ne sont pas respectés. Et en même temps, dès lors qu'on veut signer un deal, faut que l'Europe veut absolument que ça soit dans ses conditions à elle et ne faire aucune concession. Ça devient très problématique. Et l'exemple du Mercosur, mais ça se posera aussi avec l'Inde, c'est de dire, si vous faites des partenariats ou si vous acceptez des règles mutuelles d'échange, tout ne va pas que dans votre sens. Et donc, c'est où est-ce qu'on met les curseurs. Mais encore une fois, chacun a des intérêts divergents, mais c'est assez sain qu'on les défende. Je veux dire, moi, là-dessus, je suis assez clair. La problématique, c'est qu'en Europe, à la fin, on est censé agréger une position commune. Et donc l'Europe est assez mal fichue institutionnellement pour être en capacité d'être un gros moteur international du commerce international. Alors moi, du coup, j'ai deux questions qui émergent. Je vais d'abord poser la première. Est-ce que c'est possible de faire des Europes à 2 vitesses ? Des Europes à plusieurs vitesses. On pense à une Europe à 2, une Europe des 6. On se ressente sur certains pays historiques, avec des situations économiques similaires, pour faire avancer un peu plus loin des projets structurants. Est-ce que c'est possible est-ce que c'est une réforme possible, comme tu disais que l'Union européenne était bloquée ? Je commence en un mot, puis après je laisse Raphaël compléter. Oui. On a quand même été, me semble-t-il, un peu trop loin dans la construction européenne. Mais on le voit bien, c'est que les populations et les peuples n'en sont pas. Ils vont finir par se poser la question, mais pourquoi, s'il n'y a plus effectivement l'unanimité, une majorité de petits pays peuvent bloquer une décision de quelques gros ? Je veux dire, pour le dire très honnêtement, c'est que si c'est le vote de Malte, par exemple, qui fait basculer la balance du mauvais côté, on va finir par se dire, mais est-ce que vraiment on a signé pour ça ? Moi, plus généralement, ma grande crainte, c'est que démocratiquement, ça se termine très mal. C'est-à-dire que les peuples se sentent dépossédés, au fond, de leur capacité d'agir. Et quand on nous parle de se ressaisir de la démocratie, c'est vrai que plus on a du fédéralisme, où on a le sentiment que, en tout cas, les peuples n'ont pas la main sur les décideurs européens, ça devient compliqué. Et puis, soyons honnêtes, je vais dire quelque chose de pas très agréable, mais la Commission européenne gagne du pouvoir et prend en épaisseur à mesure que le compromis devient impossible en Europe. Plus vous êtes nombreux, plus c'est difficile de trouver un consensus politique, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'États autour de la table, plus on opte pour une solution technocratique qui vient de la Commission européenne. Donc, elle se nourrit, elle se renforce dans l'absence de consensus politique. Et donc, on est en train d'alimenter une machine technocratique qui, moi, me semble-t-il, est très pénalisante probablement pour la démocratie. J'ai beaucoup plus peur, en quelque sorte, à un moment donné, mais on le voit bien, c'est la montée des partis anti-système. Quand je vous dis ça, je ne suis pas novateur. Je dis simplement qu'on est en train d'assister à un mouvement quand même ascendant de tout un tas de partis dans les différents grands pays de l'Union qui nous disent attention, on a des populations qui ont le sentiment de plus vraiment avoir la main sur leur destin. Et en même temps, une structure européenne qui n'a pas l'air de prendre la mesure de à quel point, effectivement, les populations se sentent dépossédées, ou en tout cas, où le politique, on n'a plus le sentiment qu'il agit sur le réel. Et donc ça, c'est vraiment pour moi la grande limite de la construction européenne, c'est que je pense qu'aucun peuple n'est prêt au fédéralisme total, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'un seul grand pays où on abandonnerait l'ensemble de nos leviers souverains, mais en même temps, on en a quand même délégué pour partie... parmi les plus importants, quand on n'a plus le contrôle de la monnaie, par exemple, c'est effectivement une délégation de souveraineté très importante. Vous dites que la Commission européenne, effectivement, est un organe technocratique, mais aussi, c'est un organe politique. Elle fait de la politique, la Commission européenne. Oui, mais elle n'est pas élue directement, c'est très compliqué. Oui, non, bien sûr, mais elle en fait. Bien sûr, mais je pense que la plupart, et on le voit bien, aujourd'hui, des différents peuples qui représentent l'Union européenne aujourd'hui, personne ne se sent parfaitement représenté par les intérêts de la Commission. Et puis on voit bien, et c'est pas mal de le dire, qu'effectivement, en fonction de la nationalité du président, de la présidente, à la fois du Conseil, de la Commission, il y a une orientation politique qui est donnée quand même à l'Europe, qui n'est pas la même. Mais forcément, on ne peut pas reprocher aux gens de défendre certains intérêts parce qu'ils ont, de par leur histoire, de par leur nationalité, un certain biais. Donc, me semble-t-il que ça pose problème, mais on arrive un peu au bout de, à la fois, certains plaideraient pour plus d'union ou à la fin faire, un saut fédéral plus important, et en même temps, on voit bien qu'il y a ça serait tordre le bras au peuple que de le faire. Donc, on sort un petit peu de l'économie, mais pour moi, il y a un risque politique majeur dans ce saut fédéral qu'on nous propose, qui me semble-t-il est pas forcément une voie complètement, satisfaisante, ou en tout cas qui permettra à la fois de résoudre nos problèmes et puis ensuite d'apaiser plus généralement le mécontentement généralisé auquel on assiste.
Je ne vais pas faire de discours politique, ce n'est pas le rôle aujourd'hui, mais non, je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est les citoyens européens, je pense, je ne vais pas parler, en France, c'est un débat qui se pose, mais je pense que ça se pose partout. On a peut-être un peu marre, effectivement, que des gens qui ne sont pas élus prennent des décisions qui impactent leur vie et qui finalement annihilent toutes les initiatives nationales qui peuvent faire sens, quoi. Donc là, il y a un vrai problème démocratique qui se pose. Bon, ceci étant dit, moi, si je reste sur le secteur de l'industrie, on voit aussi des décisions sous cet angle, l'Europe doit tout faire, doit tout gérer, etc. On a plein de contre-exemples qui sont... Voilà, on a fait l'Airbus, qui était soi-disant le couple franco-allemand. Donc c'était idéal, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Mais je pense que c'était peut-être malheureusement le seul exemple possible de collaboration parce que ce marché est tellement gigantesque qu'il n'y a que 2, voire 3 avec les Chinois maintenant, d'acteurs au monde sur ce segment des avions de ligne. Mais dans la défense, on le voit aujourd'hui chez KNDS, sur les chars, enfin, c'est une catastrophe. Sur le SCAF, on n'en parle pas. En plus, c'est aussi franco-français, parce que Airbus, c'est pas français uniquement, mais bon, ça crée des débats entre Dassault. Et donc, on a l'art de se tirer comme une balle dans le pied. On a un Rafale qui s'est jamais autant vendu, un acteur Dassault qui a jamais été aussi bon. Et au final, on lui impose de transférer plus ou moins sa technologie aux Allemands. Enfin, voilà. Au moment même où les Allemands ont 2 fois plus de budget de la défense. Je pense qu'à un moment donné, il faut revenir à des priorités. L'État ne sait pas gérer le monde industriel, même les agences de participation de l'État. Je crois qu'on a 180 milliards d'actifs aujourd'hui. On se demande encore ce que fait l'État au capital d'un certain nombre d'entreprises. Par chance, des fois, il a eu des coups de chance. Il va faire quelques culbutes financières, mais globalement, il ne gère rien. Et je pense que ce n'est pas le rôle de l'État, là, pour le coup. À ce titre, je me permets, effectivement, donc si l'État n'est pas capable d'assurer une stratégie au niveau de ces grandes entreprises-là, est-ce qu'on ne peut pas donner à des grandes entreprises ou même à des ETI un rôle de chef de file pour structurer des chaînes de valeur, des territoires, un tissu industriel avec les TPE, PME, d'autres ETI. Est-ce qu'il n'y a pas un rôle, entre guillemets, politique, parce que ça fait quelque chose dans l'organisation de la société. Est-ce que les entreprises ne peuvent pas prendre ce rôle-là aussi ? Oui, ça c'est une vaste question. Moi qui ai commencé aux achats, effectivement, j'ai participé indirectement aussi, même si j'ai jamais eu de consigne de dire va acheter à l'autre bout de la planète, etc. Mais ce processus dans l'automobile, c'est un milieu très compétitif où il faut toujours baisser les coûts pour survivre. On ne le fait pas pour faire des bénéfices, parce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est le yo-yo, l'automobile, personne ne gagne vraiment d'énormes sommes d'argent. Et donc, il y a eu ce modèle. Et si j'avais su, souvent on me dit qu'est-ce que tu aurais fait différemment. Effectivement, même si je considère que je n'ai pas spécialement poussé dans ce sens, j'ai fait mon travail comme tous les professionnels qui agissent dans ce secteur. Au final, créer en tant que citoyen français, c'est-à-dire qu'on crée de la valeur sur le territoire français, c'est quand même mieux et on a plus conscience en vieillissant qu'effectivement il va y avoir des retombées et que c'est plutôt positif pour son pays. Ceci étant dit, il ne faut pas être dans le monde des bisounours. Encore une fois, on parlait des chaînes de valeur. Il y a des choses, on ne peut pas lutter. Quand on a des acteurs qui ont de la compétitivité sur des opérations purement manuelles, typiquement du câblage, des choses comme ça. Faire ça en France aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de sens, à part dans certains secteurs vraiment hyper spécifiques pour des questions comme la BITD, pour des questions de confidentialité ou autre. Pourquoi pas. Le rôle des grandes entreprises, il est clé dans ce secteur-là. Alors, on dit souvent que les Allemands chassent en meute. Moi, j'ai entendu souvent cette expression. Alors, c'est vrai, mais c'est aussi lié à leur modèle. J'expliquais tout à l'heure que Siemens avait par principe un mode de pensée et une façon de faire allemande qu'il exportait. Donc, effectivement, son tissu de son écosystème allemand va profiter directement de ça. Ça leur pose... c'est pas un effort pour eux, c'est quelque chose de naturel. Pour des groupes français, c'est plus compliqué parce que à partir du moment où vous partez à la conquête des marchés et que dans ces marchés, on vous impose de la localisation, pour les grands groupes, on se retrouve tiraillé avec des entreprises françaises qui sont compétentes, des PME, des ETI qui peuvent travailler pour notre écosystème, qu'on ne va pas forcément pouvoir utiliser sur certains marchés. Je parlais de l'Inde tout à l'heure qui est obligée finalement à être locale. Par contre, ce qu'on peut faire, et il y en a un certain nombre qui l'ont fait, dans le cas d'Alstom par exemple, on a amené un certain nombre d'entre eux à se développer, à nous suivre là-bas. Donc ça, c'est des choses qu'effectivement, et ça demande du dialogue, il faut être dans une logique de partenariat long terme, et de dire, comment vous avez la compétence, comment je vous amène avec moi, parce qu'en plus, par chance, des fois, dans le marché dans lequel on va, il n'y a pas cette compétence, ou alors on va prendre beaucoup de temps à mettre en place, à être mis en place, donc du coup, on amène un savoir-faire qui reste français, mais basé en Inde.
Et donc, effectivement, ça peut être une chose. Après, l'autre enjeu, c'est ce que je disais tout à l'heure, les financements de Bercy, par exemple, pour l'international, sur les pays émergents, imposent du contenu français. Donc, à ce moment-là, effectivement, l'écosystème français va en profiter indirectement dans le sillon du donneur d'ordre. Vont ruisseler comme ça tout un tas de commandes. Voilà. C'est ce qui se passe aussi pour la BITD, je crois. Hein. Je suis moins expert de secteur défense, mais voilà, naturellement, ça va profiter à un ensemble d'écosystèmes. Après, encore une fois, c'est du dialogue, tout ça. Il faut être vraiment dans le dialogue, sur une vision long terme. Et après, encore une fois, hein, pour partir à l'export, il faut avoir les reins solides. Voilà. Donc, des petites PME, il faut que, d'un point de vue du cash, et ça, c'est quand même toujours, je reviens à ces questions du cash, la trésorerie des entreprises, c'est un vrai sujet. En France, on a quand même aussi une culture qui est un peu défaillante sur ce sujet-là, y compris dans les grands groupes. Les marchés publics ne sont pas non plus les meilleurs payeurs, on va dire, sur ces aspects-là, et pour cause. Et donc, effectivement, partir à l'export comme ça, aux quatre coins du monde, suivre un grand donneur d'ordre, ça demande des capitaux, ça demande du cash. Et ça, c'est pas si simple à gérer. Donc, on revient sur les problématiques de fonds, de levée de capitaux, où en France, ou en Europe, globalement, on a un problème aussi, pas que sur l'innovation, mais sur, effectivement, l'accompagnement de la montée en puissance des PME, des ETI, et alors qu'on a, je crois que c'est 6 600 milliards d'épargne en France, quoi. Alors, le double de notre dette. Donc, voilà, mais là, l'État peut jouer un rôle, effectivement, pour structurer ça et essayer de flécher un peu plus vers ceux qui en ont besoin. Et là, pour le coup, ce n'est pas forcément les grands groupes, mais c'est aussi sécuriser les grands groupes que de faire ça. Alors, rapidement, donc on a parlé des normes, des stratégies export, du soutien de l'État. Est-ce que vous avez l'impression que l'intelligence économique, c'est quelque chose qui se développe vraiment dans les entreprises, les grandes, mais aussi les plus petites ? Mon constat personnel, c'est que j'ai essayé de mettre en place des choses chez Alstom, par exemple, quand j'étais à la stratégie. Bon, le risque géopolitique, par exemple, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Évidemment, Alstom est très dépendant de la commande publique et a des supply chains extrêmement complexes. Donc, mettre un peu de structuration dans toute cette logique, et c'était pas une chose si facile que ça à faire, parce que l'idée, c'est de ne pas rajouter des process au process. Dans les grands groupes, vous avez plein de process. Donc, l'idée, c'est de faire des choses relativement light, mais efficaces. Et donc, de venir s'insérer dans des choses existantes. Donc, ça, c'est une première réponse. La deuxième, c'est qu'en fait, en fonction des secteurs d'activité, il n'y a pas la même appétence. Clairement, quand je discute avec des acteurs du domaine aérodéfense, effectivement, ils ont une culture beaucoup plus forte, ou des entreprises, je crois, comme Michelin, a une histoire, et à cette culture d'intelligence économique qui leur permet d'être non seulement alerte, mais d'être aussi potentiellement offensif sur certains aspects. En France, on l'a dit tout à l'heure, on est plus dans le défensif. Donc aujourd'hui, le 6C, on en a parlé, ça progresse. La culture au niveau des territoires et des petites entreprises, ça progresse, mais toujours dans un esprit protecteur. Cyberattaque, acquisition, toute cette partie-là commence à se structurer. Peut-être pas encore là où on devrait être, mais ça commence. Après, l'aspect offensif des choses, pour l'instant, on est encore loin, me semble-t-il, hormis peut-être quelques acteurs qui sont à la pointe, mais c'est quand même pas légion. Et puis une manière de le dire, c'est qu'une entreprise, elle est intelligente ou elle meurt. La problématique, me semble-t-il, vient plus de souvent ce qu'on aime appeler l'État stratège, ou en tout cas les administrations, parce que la problématique, c'est qu'elles ne payent pas forcément les conséquences des choix négatifs qu'on a pu faire. Et là, il y a un vrai sujet, c'est est-ce qu'on est capable de corriger le tir d'un modèle qu'on a construit, alors consciemment ou pas, collectivement ou pas, ça reste à débattre, mais en tout cas, c'est la vraie problématique, c'est comment on fait pour que le public et le privé puissent trouver une manière de fabriquer de la politique industrielle intelligente pour refaire de l'industrie sur le territoire. Et là, je pense qu'on a encore beaucoup à faire, parce qu'on le voit bien encore avec des sujets comme le ZAN ou autre sur le foncier. On est assez schizophrène, c'est qu'à la fois on veut de l'industrie, mais en fait, en réalité, on ne veut pas donner un bout de terre à qui que ce soit. On est dans des débats qui, honnêtement, sont stratosphériques, qui n'existeraient pas ailleurs. En dehors de l'Europe, c'est assez invraisemblable. On aime le débat. On aime le débat en France. Oui, mais à chaque la fin, secteur veulent garder en fait un peu leur souveraineté dans leur domaine, quoi. Le foncier, l'industrie, et donc entre eux, ça. Mais il n'y a pas d'industrie sans foncier. On est en train de redécouvrir un petit peu. Contradictoire. Et on ne peut pas demander à une industrie en permanence d'aller refaire un écosystème du vivant parce qu'il s'est installé à un endroit. Enfin, il y a des contraintes qui à la fin sont irréalistes et on ne peut pas tout réconcilier. Il y a un moment donné, il y a des choix dans la politique économique, et si on fait le choix de
d'installer des entreprises à certains endroits, peut-être que ça pose certains problèmes, mais il faut en avoir conscience. On ne peut pas leur demander, si vous voulez, de mettre 14 000 paramètres et de trouver l'équation magique qui fait qu'elles sont en plus compétitives et en plus arrivent à tout faire en même temps dans un temps record, sinon elles vont ailleurs. Ce n'est pas possible. Et à un moment donné, il y a des choses qui sont contradictoires et le problème, c'est qu'on on n'accepte pas d'affronter justement ces antagonismes-là. Et ça, c'est un vrai problème. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations ? Il faut comprendre l'industrie, faut la connaître. Enfin, en tout cas, il faut l'approcher. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore dans l'imaginaire, c'est les usines, c'est sale, ça fait du bruit, etc. Bon. Non, mais c'est vrai, c'est encore Zola. Voilà, et en fait, c'est pas du tout ça. Alors, effectivement, il y a des conditions de travail qui sont des fois complexes, mais on a quand même gagné beaucoup en ergonomie. Voilà, les ingénieurs ont fait leur part du travail. Il y a une initiative qui est lancée par mon école d'ingénieur, donc je fais un peu de publicité. Les arts et métiers avec France Industrie, qui sont usines ouvertes, comme les journées du patrimoine, finalement, pour visiter des sites industriels. Donc, c'est le 20 et le 21 mars. Il y a plus de 300 sites. C'était la première l'année dernière avec plus de 200 sites industriels. Cette année, il y a plus de 300 qui sont déjà inscrits. Et donc, c'est gratuit. Vous pouvez le trouver sur Internet. Et donc, ça permet à n'importe qui d'aller pendant un samedi, dimanche, à la rencontre des usines, rencontrer le personnel et comprendre. Et je pense que la formation, c'est un des enjeux. L'orientation surtout, vers les métiers techniques pour ce qui est, je sais pour ma paroisse, pour les ingénieurs, mais pas seulement. Voilà, l'industrie, c'est pas sale, ça sert à quelque chose. Je crois qu'on en a parlé suffisamment aujourd'hui. Et donc, allez visiter les usines, allez au contact, et vous verrez qu'il y a plein de choses intéressantes à faire. Et puis dans le monde très immatériel, pour compléter ce que dit Raphaël, d'aujourd'hui, la souveraineté, c'est la fabrication, c'est les biens. Si on veut contribuer à son pays, avoir vraiment un impact positif, il me semble qu'aujourd'hui, l'industrie, c'est quand même le secteur d'excellence. Bien sûr, il y en a d'autres, mais c'est quand même juste l'endroit où on a le sentiment de servir à quelque chose. Et puis, au passage, on est bien rémunéré, on fait des super belles carrières. Donc, je peux qu'inciter les jeunes à aller dans l'industrie. C'est juste formidable. Et en plus, on a une destinée à écrire aujourd'hui. Et bien sûr, ces mots, nous sommes obligés, désolé, de conclure cet échange. Merci messieurs pour vos riches éclaircissements. Merci. Nous espérons que cette discussion a permis d'apporter aux spectateurs un éclairage sur la situation de l'industrie et de leur donner aussi un peu d'espoir dans ce monde de brut. Et que ils ont acquis des leviers d'action, que ce soit au niveau de l'État, des entreprises et au niveau aussi surtout personnel. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par le portail de l'intelligence économique en partenariat avec l'EGE Conseil. Et merci au Club Industrie d'avoir participé à ce podcast avec nous. À bientôt.